Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo FAQ pour les 3 ans de la chaîne YouTube. Donc cette vidéo arrive un peu tard par rapport à ce que j'avais prévu parce que les 3 ans de la chaîne YouTube c'était en août. Là après il y a eu mes 30 ans qui se sont enchaînés, la croisière. D'ailleurs si vous voulez revoir le vlog de la croisière, il est en ligne à l'heure qu'il est. Donc je vous le mets dans le petit i au cas où vous l'auriez raté. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'éléments qui sont comme ça enchaînés et qui ont repoussé cette vidéo. Mais voilà, je vais enfin répondre à vos questions. Je remercie les personnes qui m'ont posé. Et je ne citerai pas à chaque fois les pseudos. Je mettrai juste un remerciement général à la fin. Et puis donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Mais si vous avez que je n'ai pas assez bien répondu ou si vous avez encore des interrogations, vous pouvez toujours me laisser en commentaire. Et pour ceux qui auraient raté les moments où je demandais de me poser vos questions, vous pouvez aussi soit me les poser en commentaire ou bien m'envoyer un mail et je les mettrai de côté pour une prochaine FAQ. Voilà, sur ce, c'est parti. La première question c'est d'où te vient cette passion pour la lecture? Alors je dirais que dès que j'ai su lire en fait, j'ai été passionnée par la lecture en fait dès que oui j'ai su me débrouiller toute seule, ou bien même avant de savoir lire, on va dire, j'étais souvent à prendre un livre, je savais pas spécialement lire, et je regardais juste les images en fait, que je le feuilletais. Chez moi on avait ces livres Disney, je pense que vous les avez connus, il y en avait soit des petits, mais il y avait beaucoup de dessins, il y avait un peu de texte, et il y avait les plus gros, et ma mère, mes parents m'en avaient acheté plusieurs, donc il m'arrivait souvent de prendre ces livres et de les feuilleter, ou bien je sais que j'avais aussi les Tintins, des choses comme ça, et même avant de lire, je prenais déjà des livres et je les feuilletais juste comme ça parce que j'aimais ça. Et quand j'ai appris à lire, et bien disons que là ça a été différent, j'ai pris les livres et puis cette fois je lisais vraiment ce qu'il y a dedans. Et ensuite ça s'est développé et j'ai toujours enchaîné des choses, des livres plus imposants. Euh, et ma passion de la lecture, c'est venu de là en fait, j'ai envie de dire que dès le moment où c'est que j'ai su vraiment lire, en fait, je n'ai jamais arrêté d'avoir un livre à la main, en fait, que ce soit à l'école. Et après, ma mère m'avait inscrit à la bibliothèque, donc la bibliothèque, c'était déjà mon sanctuaire, on va dire. Quand j'y allais, j'adorais être là, on va dire. Je m'étais même arrangée avec ma maman pour que le vendredi, au lieu de rester à l'école, vu que la bibliothèque était à côté, qu'elle me laisse aller toute seule jusqu'à la bibliothèque et je passais le temps jusqu'à ce ma mère ressorte du travail à la bibliothèque où c'est soit je lisais des livres, je prenais des BD, mais j'étais dans la bibliothèque et voilà, je lisais plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a toujours fait partie de moi et avec le temps, qui a évolué jusqu'à devenir une grosse passion. La prochaine question, c'est le top 3 de tes auteurs préférés. Alors ça, c'est très dur, franchement. Parce que mes auteurs préférés, on va dire, ça évolue en fonction de ce que je lis. Et aussi, comme je lis beaucoup de français, surtout en ce moment, donc il y aura plus un top 3 français qui va varier, et le top 3 hors français qui sera plutôt fixe. Donc pour le top 3 français, là actuellement, comment je les classerais, donc ça a été très dur, mais première place pour moi c'est Victor Dixon. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Victor Dixon, c'est un auteur qui m'a transpercé, on va dire, qui m'a vraiment touchée par plusieurs de ses écrits et qui, dès que je lis quelque chose de lui, je suis hypée, faut que j'aille au bout. Donc vraiment, Victor Dixon, c'est l'auteur, en tout cas ça fait plusieurs années que c'est un auteur que j'admire et que j'achète régulièrement toutes ses sorties. Donc là j'ai déjà tous les Vampiria même si je les ai pas lus, mais j'essaye de m'en garder de côté parce que comme j'adore Victor Dixon, je me dis si il n'y a pas de sortie pendant un moment, pendant je sais pas que je suis arrivée au bout, ben j'aurais plus rien à lire de lui en fait, alors je préfère m'en garder quelques-uns de côté et les lire un peu plus tard. Mais chaque fois que je passe devant, l'envie est très grande et c'est dur de résister. Sinon j'ai également mis l'autrice Karine W. Meyer. Elle, j'ai lu plusieurs de ses livres, j'ai lu sa saga Fantasy, en tout cas les 2 premiers tomes, j'attends la suite avec impatience. Et j'ai également lu son livre sur les sorcières, qui était aussi un livre historique intéressant. Et dernièrement, j'ai lu Frères du Nil. Et là, c'était un énorme coup de cœur pour ma part, donc vraiment avec cette autrice-là, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, tous les livres que j'ai lus d'elle, j'ai adoré. J'ai eu soit des coups de cœur, soit c'était des mentions honorables.
Et franchement, Frère du Nil, ça m'a vraiment été un coup de cœur, ça m'a transpercé, j'ai adoré cette histoire. Et j'étais obligée de la mettre dans ce top 3. Le dernier auteur que je mettrai dans ce top 3 français, il s'agit d'Amandine Peter. Là aussi j'ai lu sa saga Blue Lake, j'ai adoré la trilogie Blue Lake. Et j'ai également lu sa trilogie Le Stream. Alors le Stream, ça a été énorme, j'ai été sur le cul tout du long. Tellement j'ai adoré, vraiment j'ai voyagé, c'était génial. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 3, mais après je vous dis, pour moi ce top 3 il est variable. C'est-à-dire que en l'écrivant, je pensais également à d'autres auteurs que j'ai beaucoup appréciés, notamment Jean-Luc Conessa, dont j'ai lu Miss Hermione et Anaria, et puis encore un Mississippi au-delà des couleurs, que j'ai adoré et vraiment qui mérite aussi d'être mentionné parce que franchement c'est un de mes auteurs préférés en français. Et j'adore ce qu'il fait, les mondes qu'il nous propose, tout ça, et j'ai encore un livre dans sa palle, dans ma palle, mais j'attends juste encore de le lire parce que comme je vous dis, comme je sais qu'après j'en ai plus de lui, eh bien il faudra que je regarde pour m'en reprocurer, mais pour le moment j'attends juste vraiment le sortir, peut-être que je me dis plus en période automnale parce que je pense que ça va être quelque chose de plus triste, alors je préfère me le garder plus vraiment quand on sera dans la période automnale aussi. Mais Jean-Luc Conessa, c'est aussi un auteur que j'aimerais en avoir toujours un peu dans ma palle pour quand je sais que j'ai des moments où c'est qu'il me faut quelque chose, où c'est que je vais aimer tout, ou vraiment un livre qui va m'hyper pour lire du Jean-Luc Conessa. Sinon, j'ai également pensé à Cassandra O'Donnell, j'ai eu L'Agent des 4, ça a été incroyable. J'ai vraiment apprécié cette autrice, sa plume, tout ça, et là maintenant je regarde vers quelle saga je vais me tourner en fait. C'est pareil, je sais que Cassandra O'Donnell elle a plein de sagas, ben je sais pas vers laquelle me lancer pour le moment, donc j'en ai mis quelques-unes dans ma wishlist, mais je me dis peut-être si quelqu'un m'offre un jour un de Cassandra O'Donnell, ben ça définira mon choix. Mais il faut que je me décide encore à ce niveau-là. Ou après je pense aussi à d'autres autrices pour lesquelles j'ai des coups de cœur cette année en français, notamment Roxane Bousquet, qui a sorti Le Jardin des Maîtres, c'était un énorme coup de cœur, c'est une romantasy qui est géniale, où c'est que j'ai trouvé beaucoup de respect, des valeurs que j'ai appréciées et qui m'a fait voyager, et puis là aussi j'espère qu'à tout prix qu'il y aura une suite, surtout que j'adorais les personnages et surtout le protagoniste démon, il était incroyable, voilà. Et je pense aussi à Lotte Sardane, avec sa romance extraterrestre, qui a été aussi un énorme coup de cœur. Et c'est Instinct primaire et le titre, là il me revient plus sur le moment, mais j'ai adoré cette lecture. Avec le monsieur Rennes, j'ai adoré. Chaque fois qu'il y avait une scène avec lui, j'étais oh là 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 là, Rennes. Mais vraiment, j'ai passé des super moments. Donc, vous voyez, les auteurs français, j'ai beaucoup à en mettre. Et un top 3 pour moi, c'est trop juste parce que j'aime pas les classer parce que il y en a vraiment des très bons et il faut que je les mentionne quoi. Tout cela, fallait que je vous les mentionne en tout cas. Pour cette année, c'est ceux qui m'ont vraiment marqué. Et sinon du côté hors français, donc plus anglophone, on va dire, moi disons en général ce que je lis c'est de l'anglais traduit en français. Là disons que ça va être plus fixe on va dire, la liste du top 3. Alors aussi je lis beaucoup moins d'anglais, j'ai remarqué cette année que récemment, en tout cas que les autres années. Et donc dans mon top 3 anglophone, il y a donc Marissa Meyer avec ses chroniques lunaires et Heartless que j'ai adoré. Là j'ai lu le premier tome de Gilded, il m'a peut-être un peu moins emballé mais les chroniques lunaires c'était incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, je n'ai qu'une chose à vous dire mais foncez, qu'attendez-vous parce que c'est un voyage entre science-fiction, réécriture de contes mais incroyable. Le premier tome je l'ai lu, je me suis pris une déculottée, donc voilà, je peux juste vous encourager à le lire. Ensuite, j'étais obligée de mettre Sarah Grimace pour les Akotar. Akotar, j'ai lu que les 3 premiers tomes, et j'ai pas encore lu Crescent City, je les ai, et il faudrait que je relise Akotar, tous les Akotar pour après reprendre le tome sur Nesta. Et j'ai lu aussi le tome 3.5. Voilà. Mais Akotar, le tome 1, alors je sais que beaucoup n'ont pas aimé le tome 1, qui trouvent qu'il est ennuyeux, etc. et qui vraiment adorent le tome 2. Mais moi le tome 1, il m'a hanté ce tome. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai été prise dans cette histoire, et quand j'y étais pas, j'étais tout le temps en train de rêver des personnages, même la nuit. À un moment donné, il y a une scène où c'est qu'ils font une fête. Ben, dans mes rêves, j'étais dans cette scène.
Voilà, je voyais nos personnages et je me disais purée, faites que ça continue. Il m'a hanté vraiment ce livre. Et quand je ne l'avais pas dans les mains, je vous dis, j'arrêtais pas de penser sans cesse, mais comment ça va continuer, etc. etc. J'étais à fond dedans. Et vraiment, oh, j'ai jamais eu ça avec un livre. Alors, le tome 1 m'a fait ça, peut-être le tome 2, le tome 3, moins. Mais comme je vous dis, j'étais peut-être pas non plus 100% la tête à ça quand je les ai lus, parce que, pour ceux qui ont loupé la petite anecdote, quand je lisais le tome 2 et le tome 3, c'est quand j'allais rencontrer Chéri et quand on a commencé à vraiment s'écrire tout ça. Alors je lisais le tome de Dakotar et Chéri était en train de m'écrire à côté, alors disons que c'était le début de notre idylle. Et du coup bah, j'étais peut-être pas à la tête 100% dans l'histoire et c'est pour ça que j'aimerais les relire maintenant. Mais voilà, Dakotar pour moi en tout cas, le tome 1 ça a été une pépite. Et sinon, alors j'ai réfléchi longtemps à qui je pourrais mettre et j'ai réfléchi aussi à quelle auteure anglaise oui, quel auteur anglais j'ai lu il y a peu de temps et que j'ai aimé. Et la réponse qui m'est venue, bah, c'est Julia Quinn, l'autrice de La Chronique des Bridgerton. Parce que niveau anglais, les livres que j'ai vraiment lus, c'était ça, La Chronique des Bridgerton. Et j'ai passé des bons moments malgré tout. Je vous dis, c'est un style, la romance historique, que je commence à apprécier de plus en plus. Et c'est la Chronique des Bridgerton qui a initié cet intérêt pour ce style. Donc voilà, il me semblait normal de la mettre là. Mais après, j'ai envie de vous dire, il y a toujours une autrice qui est dans mon cœur pour ce qu'elle a écrit. Alors je sais qu'il y a eu des polémiques à cause d'elle, tout ça. Mais moi je vous parle surtout pour l'œuvre. Parce que l'œuvre, pour moi, elle restera toujours dans mon cœur. C'est J.K. Rowling parce que à cause de Harry Potter. Harry Potter, ça m'a bercé, ça a été mon enfance, ça a été un gros... ça a été quelque chose sur mon parcours de lectrice et ça, je peux pas l'oublier, donc je suis obligée aussi de la mentionner parce que voilà, Harry Potter quand même, il est toujours là au fond de moi et j'ai vécu énormément d'émotions avec Harry Potter, donc ça reste quand même un livre qui m'a marqué autant que les livres de Victor Dixon, j'ai envie de vous dire, sauf que là c'est pour les livres plutôt anglais. Ensuite, tous ces deux m'a reposé à peu près la même question, donc c'est tu aimes lire, c'est évident, mais as-tu déjà pensé à écrire un livre? Et l'autre personne a également demandé, as-tu déjà pensé à l'écriture? Donc oui, j'ai écrit, mais ça c'était à l'époque. J'ai commencé à écrire en primaire, je pense. Oui, en primaire j'ai écrit 2-3 histoires sur des enquêtes. Une enquête un peu style Club des 5 on va dire. La première c'était dans un haras. La deuxième, c'était un mystère dans ma ville en lien avec le château de la ville. Et je ne sais même pas si le château, je suis arrivée au bout pour tout vous dire. Mais oui, je les écrivais à la main dans un cahier. Après, j'ai arrêté, je m'y suis remis en secondaire. Quand il y a eu Twilight, la période Twilight, tout ça, romance vampire. Et là, j'ai aussi écrit une romance vampire à ma sauce. Tous ces livres-là, je ne les ai plus, hein, je suis sûre, c'était tout sur des cahiers, donc ils se sont perdus, ou je sais pas où c'est qu'ils sont, donc voilà, je pense qu'ils sont perdus. Et après, du coup, j'ai nouveau arrêté, et j'ai repris plus tard, quand j'ai commencé à travailler, là, j'ai commencé à écrire comme un peu un livre autobiographique sur le secondaire, comment j'avais vécu le secondaire pour moi, en fait, avec les péripéties que j'avais eues, toutes ces choses-là. Et j'ai également écrit une autre histoire qui était plus fantastique. Celle-là, c'était que des espionnes mi-humaines, mi-animales. Voilà, un peu des métamorphes, on va dire, en guillemets. Et celle-là, je suis pas arrivée au bout. Hein. Donc je crois que les deux dernières sont sur Wattpad. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais voilà, je vous préviens déjà, je crois qu'il y en a une, il y a 3 chapitres. L'autre, il y en a peut-être 7. Ça fait des années que je les ai publiés, alors faute d'orthographe. Je suis sûre que vous allez en trouver. Et puis, c'est des choses que je n'ai pas intention de continuer actuellement. Là, actuellement, certes que j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai arrêté, etc. Mais là, j'ai l'envie d'écrire, ça fait des années qu'elle est plus là. J'ai trouvé plutôt ma place en tant que chroniqueuse, on va dire, j'écris mes chroniques et ça me suffit. Et je trouve plus ma place dans la lecture et à travers les autres activités que je fais, le coloriage, tout ce que je fais à côté. Et là, actuellement, je ne vois pas comment je pourrais encore inclure l'écriture. Déjà que
voilà, écrire les chroniques et faire la chaîne YouTube, tourner, tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc c'est vrai que pour le moment, je ne me vois pas inclure l'écriture là-dedans. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, tout d'un coup, j'aurai une lubie et que ça va revenir. Mais voilà, pour le moment, vous avez juste ces vestiges. Et puis je pense que chacun, on dit chacun son métier. Moi, je me sens plus à l'aise en tant que chroniqueuse qu'en tant qu'autrice. Et je préfère lire, on va dire, que écrire moi-même. La prochaine question, c'est comment t'es-tu lancée dans la chronique de livres? Alors, bonne question. Comme au départ, moi, l'idée, c'était de partager ma passion. Donc, j'ai commencé à chroniquer, on va dire, vraiment. J'ai ouvert une page Facebook pour commencer. C'est là que j'ai commencé à chroniquer. Mais mes premières chroniques, parce que je vous dis, j'étais stressée à mort en ouvrant ma page Facebook. Et quand j'ai posté ma première chronique, mais j'étais comme ça, tendue, tendue, tendue. Je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer? Et ma première chronique, elle faisait 3 lignes. Pour vous dire, quand j'ai commencé, c'était il y a 6 ans. Après ça, j'ai ouvert mon blog. Et j'ai envie de dire, ça s'est un peu enchaîné. Et les chroniques aussi se sont développées parce que je prenais confiance. Mais si j'ai commencé à chroniquer, c'est que je voulais avoir un peu d'échange. Même si moi, au départ, quand j'ai commencé à chroniquer, je me suis dit, ah, il y aura peut-être 3 personnes qui suivront ma chaîne. On échangera les 3 ensemble. Et je m'attendais pas du tout à ce qui arrive actuellement. Et du coup, ben, je suis heureuse de voir que ça a beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais au départ. Et que la passion ben, s'est développée et que mes chroniques apparemment plaisent, voilà. Mais au départ, oui, j'ai surtout fait ça pour le partage et j'avais besoin aussi de partager parce que disons que quand j'ai commencé à faire des chroniques, j'avais besoin d'un échappatoire, on va dire, à la vie réelle parce que je travaillais, où je travaillais, ça se passait pas bien du tout. Surtout avec les collègues, j'en voyais vraiment de toutes sortes. Et la lecture, ça a été un moyen de m'échapper, de sortir de ce quotidien. Et je pense aussi que le fait d'avoir créé à ce moment-là ben, ma page YouTube, ma page Facebook, ça m'a permis de tenir le coup. Parce que c'était, comme je vous dis, la lecture, ça a toujours été un peu un échappatoire, tout ça, au monde réel. Et là, le fait de pouvoir créer cette page et d'échanger avec des gens qui avaient la même passion que moi, ben, ça m'a permis de tenir le coup inconsciemment. Les épreuves, elles étaient toujours là, c'était pas facile, mais le fait d'avoir ça derrière, ça m'aidait. Voilà, donc c'est comme ça, on va dire, que j'ai commencé mes chroniques, et après, ben, ça a évolué gentiment petit à petit. Je suis passée vraiment d'une toute petite page Facebook à plusieurs réseaux qui se sont développés petit à petit. Comment as-tu fait pour que ta page ait autant de visibilité? Alors, eh bien, disons que sur Facebook et mon blog au début, la visibilité c'était peut-être pas là que j'en avais le plus, pourtant j'étais régulière, etc. Je dirais que la notion de visibilité pour moi elle est vraiment apparue au moment où c'est que j'ai fait mon compte Insta. Et que sur Insta, ben, si tu veux être vue, on se répétera un peu toujours les mêmes choses, c'est qu'il faut être régulière. Et il faut que ton contenu aussi, il soit, que tu aies des photos qui donnent envie d'aller voir, des choses comme ça. Mais c'est la régularité qui fait beaucoup, j'ai l'impression. Et c'est grâce à ça aussi que je pense sur Insta, ça a vite pris. Après, il est venu YouTube. Et YouTube, là, pareil, je me suis lancée dessus. J'ai commencé et j'ai tout de suite été très régulière sur YouTube. Et je pense que c'est des choses qui aident au début parce que si t'as des abonnés qui savent pas quand est-ce que tu publies exactement, ils ont peut-être pas trop envie de te suivre. Que si t'as des abonnés qui se disent, ah ben, elle publie une vidéo, je sais pas, sur YouTube, c'est tous les mercredis à 6 h t'as une vidéo, ou des fois t'as un bonus, c'est plus encourageant à te suivre. Donc je pense que ça a beaucoup aidé, le fait que j'ai été très 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 régulière au début. Et je pense aussi au début, quand tu ouvres un compte Instagram ou une chaîne YouTube, faut pas t'éparpiller. Je pense qu'il faut vraiment rester à ton point clé. Si c'est la lecture, tu restes sur les livres. Et quand ça commence à prendre, là tu te développes un peu. Par exemple, pour Instagram, moi au départ, j'ai vraiment fait, c'était beaucoup du livre. Et après j'ai commencé à y inclure des coloriages, mettre des photos un peu plus voyage, etc. Et YouTube, pareil, de temps en temps, au départ j'aurais pas fait ça, mais de temps en temps, maintenant je mets des vidéos coloriage ou des vidéos un peu qui n'ont pas grand chose à voir avec la lecture. Mais voilà, mais je pense que vraiment c'est ces deux points clés auxquels il faut se fier. Il n'y a pas de recette miracle. Et puis il faut aussi, ben,
il y a cette notion d'algorithme en fait sur ces deux réseaux et puis il faut espérer que l'algorithme soit de ton côté, mais normalement si tu es régulière et que que tu es régulière et que tu t'éparpilles pas, l'algorithme il devrait être de ton côté, en tout cas au début. Et aussi moi ce que je fais personnellement sur mes réseaux, surtout sur Instagram, c'est que régulièrement je regarde les comptes qui me suivent et j'en enlève. Si je vois que c'est des comptes fantômes ou des comptes qui n'interagissent pas avec ma page, je les enlève pour... ça certes ça m'enlève des abonnés, je sais, mais ça permet à ma page de retrouver plus de visibilité parce que d'enlever ces gens qui n'interagissent pas, ça permet justement de faire que la page est plus revue par ceux qui interagissent avec. Et des fois donc ça peut arriver que vous soyez enlevé d'Instagram. Ça m'arrive des fois, j'enlève des gens d'Instagram et tout d'un coup ils reviennent. Et je me dis, ah en fait c'était pas un compte inactif, c'était juste quelqu'un qui fait le fantôme mais qui suit quand même ce que je fais. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit, mais donc si une fois votre compte Instagram est enlevé de ma page, c'est juste que j'ai fait du tri et que je vous ai peut-être enlevé soit sans faire attention, ou que tout d'un coup je me suis dit tiens c'est un compte fantôme ou que sais-je, donc n'hésitez pas à vous rabonner si c'était une erreur. Voilà, c'est juste que je pense que c'est important aussi de faire ce tri parce que quand tu arrives à des abonnés que tu as plus de... Moi je suis à 2800 je crois, presque 2800, je sais plus exactement abonnés, et qu'au bout d'un moment t'en as peut-être, je sais pas, sur les 2800 il y en a 500 c'est des fantômes, donc tous les temps de temps un petit tri est nécessaire. Voilà, c'est les astuces que je pourrais donner à mon avis. Après je n'ai pas la science infuse, mais je pense que ça peut aider en tout cas. La prochaine question ce sont les éditeurs qui t'ont contacté pour les SP. Alors les services presse, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, cas où je la mets dans la barre d'infos pour avoir toutes les explications là-dessus. Mais pour ce qui est des services presse, alors ça a été très variable. On va dire que des fois c'est moi qui ai écrit à des auteurs ou à des maisons d'édition pour savoir si c'était était possible d'obtenir un service presse, et parfois je l'ai eu, parfois pas. D'autres fois c'est directement l'auteur ou la maison d'édition qui m'écrivent pour savoir si je accepte de recevoir leur service presse. Et là pareil c'est moi qui accepte ou non en leur disant bah oui vous pouvez me l'envoyer etc, ou non désolé je n'aurai pas le temps de le chroniquer, voilà. Mais ça va un peu dans les deux sens. Et moi j'ai beaucoup eu le cas, donc des fois c'est moi qui en demande, mais là ces temps-ci de moins en moins je trouve. Et j'ai beaucoup de personnes qui me proposent des services presse et là je trie et je dis bah oui je prends votre service presse ou non, malheureusement ce n'est pas dans mon style etc. Après aussi comme je vous dis je travaille beaucoup avec NetGalley et Simplement Pro, je vous ai tout expliqué dans la vidéo sur les services presse, voilà vous aurez toutes les explications là-dessus. Mais voilà, sachez que ça peut venir d'un peu des deux côtés quoi. Vous pouvez demander, mais si vous voyez que tout d'un coup, moi aussi c'est ce que j'ai fait au début, c'est que je regardais les gens qui mettaient des posts où ils recherchent des chroniqueuses. Et là, si le livre vous intéresse, bah, vous postulez. Ou j'ai eu l'autre cas où c'est que c'est des maisons d'édition qui me contactent ou des choses comme ça. Bien, sinon il y a aussi le cas où c'est que pour devenir partenaire, je veux dire, j'ai vu aussi des fois des maisons d'édition qui mettaient qui recherchaient des partenaires chroniqueurs. J'ai postulé, j'ai eu certaines places, etc. C'est vraiment, faut rester aux aguets pour ça. Si des fois vous voyez des trucs, des choses passer, des posts passés où c'est qu'on cherche des chroniqueurs, tout ça, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler, faut toujours tenter sa chance. Même si c'est négatif, ce n'est pas grave, vous aurez tenté vos chances, au moins vous ne resterez pas sur ah je ne l'ai pas fait. Mais je trouve que c'est important de toujours tenter sa chance et voilà, les services presse, il y a plein de moyens d'en avoir, j'ai envie de dire. Je vous ai expliqué dans ma vidéo qu'il y a ces deux sites qui aident, mais aussi par d'autres moyens. Je veux dire, si vous suivez un auteur assidûment, rien ne vous empêche de lui mettre un petit message que vous seriez intéressé par un service presse. Voilà, je veux dire, il y a moyen d'échanger aussi. Et des fois, ça fonctionne. Moi, maintenant, le cas que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'auteurs qui m'écrivent directement, soit par mon adresse mail ou sur Instagram directement pour me demander si je serais intéressée par leur livre. Et là, à chaque fois, je réponds, même si c'est négatif, voilà. Mais c'est vraiment très variable à ce niveau-là, donc ça peut venir de plusieurs manières. La prochaine question, c'est comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube? Alors j'ai envie de dire, c'était un peu une continuité. Comme je vous ai dit, j'ai commencé avec Facebook. J'avais qu'une page Facebook, ensuite j'ai rajouté un blog, et vers 2020, j'ai rajouté une page Instagram. Donc il y a 3 ans, la continuité logique des choses, c'était de créer une chaîne YouTube pour vraiment essayer d'être sur les réseaux principaux, pour moi en tout cas, mais les réseaux que je suis, moi principalement.
Et c'était dans cette continuité, donc je me suis dit que voilà, il fallait que j'essaye YouTube aussi également. J'avais cette envie d'essayer YouTube parce que c'est tout un autre format qu'Instagram où c'est que t'écris juste sur ton téléphone. Là, c'est du plus complexe, on va dire. Et voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Au début, c'était vraiment dans cette idée de continuité. Et ça me permettait aussi peut-être de développer la chaîne d'une autre manière, ouais, mon compte d'une autre manière. Et maintenant, bah, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait parce que je peux proposer vraiment du contenu très varié et différent, que ce soit sur mon blog, Instagram, Facebook ou YouTube. La prochaine question, c'est le livre qui t'a fait aimer la lecture. Alors, celui qui restera gravé en mémoire, comme je vous l'ai dit, et que ça a été quelque chose vraiment d'important à mon époque, c'est Harry Potter, bien entendu. Harry Potter, c'est un livre qui m'a marqué parce que moi en plus je viens de l'époque où quand j'étais en primaire les Harry Potter on les avait jusqu'au tome 5 et qui étaient traduits et après ben j'ai assisté à la sortie du tome 6 et du tome 7. Alors on savait quand il était sorti en anglais et après on attendait la traduction française et puis moi je l'attendais comme une folle et le jour de sortie je traînais ma mère à la librairie pour avoir mon exemplaire Harry Potter pour le 6 et le 7, ça a été ça. Donc il y a eu cette euphorie, vous voyez, pour ce livre, le fait de l'avoir suivi, tout ça, d'avoir été là quand c'est arrivé. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, j'ai envie de dire. Et même le soir avant sa sortie, quand je savais que le dernier tome Harry Potter allait sortir le 7, qui sortait le lendemain, mais j'avais du mal à dormir, je me disais mais purée, est-ce que j'aurais mon exemplaire, etc. Et qu'on arrivait, qu'il y avait des tas énormes. C'était la folie. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et je pense que c'est quelque chose qui a joué dans le fait que j'ai aimé la lecture. Et ce qui a encore plus contribué, après, c'est ce qui a suivi ces périodes. Donc il y a eu Harry Potter, après il est arrivé les dystopies. Non, d'abord il y a eu la période Twilight. Donc cette période Twilight, Journal d'un vampire, tout ça, là aussi j'ai... Ah, le fantastique, j'en ai dévoré, je les ai tous lus. Les Night Ward aussi qu'il y a eu. Toutes ces choses-là, ça y est passé. Et après, il est arrivé la période dystopique qui m'a encore plus teasé avec les Hunger Games Divergentes, le labyrinthe. Toutes ces dystopies que j'ai bouffées. Je pense tous ces enchaînements qui se sont suivis, ça a attisé déjà le fait que j'aimais lire. Déjà, Harry Potter m'a fait que j'aime lire. Mais vraiment que j'apprécie la lecture. Et les hypes qui ont suivi derrière, toutes ces hypes, ça m'a ancré dedans, j'ai envie de dire. Et je suis contente d'avoir pu vivre cette époque en fait, parce que des fois j'ai la nostalgie de me dire ah mais ça c'était la bonne époque. Quand il y a eu la période Twilight avec Journal d'un vampire, parce que tout le monde lisait ça. Et après quand il y arrivait les dystopies aussi, c'était la belle époque quoi. Et des fois j'ai la nostalgie de me dire mais j'aimerais revenir à cette époque-là pour relire pour la première fois Hunger Games ou Harry Potter, etc. Leur lire comme si c'était la première fois et revivre toutes ces émotions. Voilà, mais c'était vraiment, je me dis, c'est la grosse nostalgie, cette époque, vraiment. La prochaine question, c'est comment t'organises-tu dans toutes tes lectures? Entre les SP, tes lectures perso et les lectures communes. Alors, comme dit dans la question, bah, c'est une organisation, effectivement. Pour m'aider, c'est vrai que le fait que je lise plusieurs livres à la fois aide beaucoup parce que, en général, dans les lectures que j'ai en cours sur mes différentes, j'ai toujours un livre service presse, un livre plutôt de ma pile à lire saisonnière ou de ma pile à lire 2024 que j'ai pour avancer justement, et un livre plus qui me fait envie sur le moment. Et pour ce qui est des lectures communes aussi, pour les intégrer là-dedans, en fait, j'en fais tous les 2-3 mois justement pour pouvoir vraiment avoir le temps de bien organiser la lecture commune, déjà parce qu'il faut déjà... Moi je pars du principe, alors sauf pour la dernière lecture commune que je vous ai proposée, mais en général je fais un vote avec des résumés. Comme ça, vous n'êtes pas hypé par la couverture, mais c'est le résumé. Et vous ferez vanter pour le résumé qui vous fait le plus envie. Je dévoile les livres pour lesquels vous avez voté. Celui qui a le plus de voix passe en lecture commune. Et après, ben, il y a tout ce travail où c'est qu'il faut faire les templates pour la lecture commune. Et le travail où c'est qu'il faut après faire le découpage sur cette lecture commune selon la taille qu'il fait, sur combien de temps je vais du coup organiser la lecture commune, etc. Donc c'est pour ça que j'en fais tous les 3 mois, peut-être maintenant je vais essayer d'en faire une par saison, on va dire. Alors là on est à celle d'Halloween, voilà, j'ai toujours mes 3 lectures en cours, mais là il y aura la lecture commune qui viendra à côté, donc c'est vraiment une organisation, c'est pour ça que je fais ça tous les 3 mois pour ne pas me surcharger avec les lectures communes. Et j'ai souvent des gens qui me demandent si je veux pas participer à une lecture commune avec eux. Alors
j'aime bien organiser mes lectures communes, mais sachez que moi quand je lis, sinon j'aime beaucoup être solitaire, surtout dans les livres que je me suis fixé à une telle période. J'ai pas envie de m'imposer un rythme de lecture sur ces 3 livres que je vous dis, parce que je les switch. C'est-à-dire que si je sais pas, j'ai envie d'arrêter là, euh, je m'arrête là. Et après je passe à l'autre, etc. etc. Ceux-là font partie de ce qu'il y a dans ce switch, on va dire, entre les 3 livres, vu que je les lis en même temps. Et de m'imposer encore une lecture commune avec des délais, des choses comme ça, c'est pas possible pour moi. Ça ferait trop. C'est pour ça que les gens, souvent, quand ils me demandent si je veux pas faire une lecture commune avec eux, je préfère dire que non. Voilà, je trouve des excuses un peu, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de faire une lecture commune avec vous. Mais quand j'organise déjà les miennes, ça me demande pas mal de temps et un travail supplémentaire. Alors, quand vous me proposez des lectures communes, même s'il n'y a pas ce travail, je... oui, je préfère lire à mon rythme, en fait, disons simplement. Et le fait de savoir que je dois faire cette lecture commune, pour moi, ce sera un stress, en fait. De savoir que ce livre-là sera en lecture commune, ce sera un stress. Et voilà, c'est pour ça que je préfère me maintenir à cette méthode. Mais, désolée si j'ai encore un peu la voix qui flanche. Depuis que je suis revenue de croisière, c'est la cata. Tout d'un coup, j'ai plus de voix. Voilà, donc je m'excuse si des fois ça flanche un peu. Mais oui, comme je disais, c'est vraiment de l'organisation. Et des fois aussi, si je vois que j'ai beaucoup de services presse, ben je vais, je vais mettre 2 services presse et un livre de la palle, et le livre qui me fait vraiment envie sur le moment, il sera un peu repoussé plus tard. Voilà, mais en tout cas, je travaille beaucoup comme ça, et j'aime bien le fait de lire plusieurs livres à la fois, parce que je trouve que ça me permet de lire un peu plus vite, parce que je suis prise dans plusieurs intrigues, et tout d'un coup je me dis, ah, mais j'ai envie de revenir à cette intrigue-là, alors je change, je relis tant de pages, etc. Et j'y arrive. Alors, disons que je m'en mêle pas les pinceaux entre les différentes intrigues dès que je switch. Je trouve le livre. C'est comme si mon cerveau il se remettait en mode hop, on se remet dans telle histoire et puis ça repart. Voilà, en tout cas, c'est mon organisation personnelle, et après chacun s'organise comme il veut, mais moi ça marche bien comme ça et je continuerai toujours à fonctionner de cette manière, en tout cas tout pendant que ça me fera du bien. La prochaine question c'est: tu lis combien d'heures par jour? Alors c'est très variable, on va dire. La semaine, alors disons que je lis le soir en général dans mon lit entre 9 h et l'heure où c'est que je vais me coucher, donc vers 11 h. Donc en général il y a 2 heures de lecture, mais c'est comme je dis, c'est très variable. Il y a des soirs j'ai envie de faire du coloriage mystère, alors jusqu'à 9 h je fais mon colo. Et après, bien, je me mets au lit et je lis, ou des fois je me dis non j'ai pas envie et je lis direct, ou bien des fois je lis encore en journée. Donc je dirais que minimum je lis 2 heures par jour. Maximum, je pense que ça peut aller jusqu'à 5 heures. Ouais, entre 2 et 5 heures par jour, tout dépend les journées, puis en sachant que le week-end je lis moins. Le week-end on va à gauche à droite. Alors je lis dans mon lit, mais principalement mon moment de lecture c'est le soir, avant de me coucher. Dans mon lit, je lis plusieurs heures à ce moment-là. Et c'est là que j'avance vraiment dans mes lectures, parce que je suis posée, je sais que j'ai le temps, et là j'enchaîne. Alors la prochaine question c'est: depuis l'ouverture de ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, elle m'a apporté beaucoup de choses. Tout d'abord, pour moi, elle m'a fait beaucoup de bien, et puis elle m'a permis de prendre confiance en moi, parce que il y a quelques années, vous m'auriez dit que je vous tournerais des vidéos en étant encore assez zen comme ça. J'y aurais pas cru, parce que pour moi, de tourner une vidéo, c'était un stress intense. Même si la vidéo devait être repartagée plus tard, que c'est pas du direct, c'était un immense stress. C'est la première fois que j'ai fait une vidéo pour YouTube. Je vous dis, je pense que j'avais la voix qui tremblait. Ma première vidéo YouTube, ça a dû être c'était une horreur à tourner. Et après, le pire, c'était aussi de se monter. Parce que voilà, là je vous tourne la vidéo, mais vous voyez pas derrière, il y a le montage. Et le montage, ben, vous voyez votre tête avec vos toits, et il faut s'habituer à ça. Et puis ça, c'est des choses que j'avais horreur. Donc YouTube, déjà, comme premier point, il m'a permis de faire un pas, un peu un challenge, on va dire, où c'est que de m'accepter comme je suis. Maintenant je vois ma tête, je me dis plus mais qu'est-ce que t'es moche, ou je sais pas, mais je m'accepte plus. Et pareil pour ma voix aussi, ça me travaille moins qu'avant. Donc j'ai déjà fait ce pas en fait vers un peu une acceptation de moi. C'est que j'ai un pas positif à ce niveau-là. Et sinon, bah, la chaîne YouTube, ce qu'elle m'a apporté, c'est aussi, ça m'a permis de développer du nouveau contenu que je ne pourrais pas faire ailleurs. Et elle m'a apporté surtout beaucoup de bienveillance, de gentillesse, car sur YouTube, je trouve, c'est une communauté qui est vraiment sympathique. Et c'est pour ça que
que je continue parce que je prends du plaisir à le faire. Et j'attends toujours avec impatience vos commentaires, savoir si vous allez apprécier ce que je fais, vos retours qui sont vraiment... j'ai rencontré des personnes aussi sur YouTube qui, avec qui j'ai eu des échanges, maintenant c'est des amis, c'est... Vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses, autant au niveau professionnel, plus tournage de vidéos, tout ça. C'est que j'ai dû un peu tout apprendre à gérer toute seule, j'ai vraiment commencé... pour vous expliquer, quand j'ai commencé YouTube, je filmais avec mon téléphone et je faisais une espèce de posoir, c'était des livres empilés, avec un machin pour tenir le téléphone et le téléphone était un peu instable mais je tournais comme ça. Que maintenant bah, j'ai une caméra, j'ai tout le matériel et je prends du plaisir à être dans cette caméra et à blablater parce qu'au départ je n'aurais jamais fait des vidéos aussi longues. Hein. Parce que j'étais figée, que maintenant je suis plus à l'aise, je parle et des fois je me dis mais je parle, ils doivent en avoir rien à péter de ce que je raconte, mais ça sort tout seul. C'est un peu comme si je me livre plus facilement aussi. Donc oui, la chaîne YouTube elle a amené beaucoup de choses et je suis contente, c'est aussi celle-là, actuellement c'est celle que j'ai envie de plus développer parce que c'est celle que j'ai le plus de plaisir à faire pour le moment et où c'est que j'ai le plus d'idées de nouveaux contenus à vous proposer, donc pour moi c'est celle que j'ai envie de développer actuellement et je prends du plaisir, donc voilà, c'est vraiment, YouTube m'a apporté beaucoup de choses et je suis quand même contente d'avoir franchi ce pas, même si au départ j'étais stressée, comme je vous dis, comme pour toute étape, j'ai été stressée au départ sur ma chaîne YouTube et je me disais mais les gens ils vont jamais apprécier de voir ma tête et finalement quand je vois que là on est bientôt 700 abonnés, ben je me dis si les gens finalement ma tête doit quand même leur convenir, donc voilà. La prochaine question c'est tes impressions sur Bookstagram actuellement. Alors Bookstagram, disons qu'en ce moment je m'y sens peut-être moins bien. Alors moi je n'ai rien subi personnellement, je vois qu'il y a que niveau visibilité, malgré tout ce qu'on fait, ça ne bouge pas. On va dire que ce que je fais c'est un peu je fais des choses dans le vide, j'ai un peu l'impression. Et je sais qu'il y a eu des scandales, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont eu des gros problèmes sur Instagram, notamment quelqu'un que je connais qui était venu m'en parler, et que c'était vraiment allé très loin pour certains éléments. Et, et vraiment, je me suis dit, mais c'est dommage, les réseaux sociaux sont là pour partager, et d'en arriver là, ben, ça me faisait peur. Et puis surtout, moi, je me suis dit, si ça devait m'arriver, comment je réagirais? Donc, heureusement, moi, je n'ai pas eu tous ces soucis-là, mais je pense que ça m'aurait peut-être beaucoup impacté au niveau, ben, comme je vous dis, j'ai tendance à prendre peut-être les choses bien à cœur. Et selon ce que l'on m'aurait dit, ce que l'on aurait dit sur moi, je pense que je sais pas comment je l'aurais vécu et comment ça m'aurait impacté tout ça. Donc, mais c'est vrai que Bookstagram en ce moment je m'y sens un peu moins à l'aise parce que justement il y a je vois que l'algorithme pour le moment ben, j'ai l'impression de publier dans le vide. Et je vois aussi que suite à ce qui s'est passé, j'ai un peu cette crainte que chaque fois que je poste quelque chose qui pourrait être un peu différent par rapport à ce que je poste d'habitude, de me faire ramasser pour ça. Voilà, donc j'espère que le climat que j'ai connu au début avec Bookstagram va rapidement revenir et que ça ne va pas dégénérer parce que voilà, YouTube, comme je vous dis, là je m'y sens bien, Instagram un peu moins, mais je continue quand même, mais j'ai entendu des choses et franchement moi quand j'ai entendu ça je me suis dit mais si ça m'était arrivé à moi, je sais pas si j'aurais continué et je sais pas surtout comment je l'aurais pris parce que comme je vous dis avec mes problèmes de santé, toutes ces choses là, je pense selon ce qu'on m'aurait dit, ça m'aurait vraiment beaucoup impacté et surtout que je prends les choses très rapidement à cœur, donc je sais pas comment ça m'aurait, je pense que ça m'aurait beaucoup touché et j'aurais pas pu faire comme si ces choses n'avaient pas existé en fait. Voilà. Donc maintenant à voir comment les choses vont évoluer, mais en tout cas j'espère, moi de tout cœur, j'espère qu'Instagram va revenir un réseau comme YouTube bienveillant et voilà, c'est ce que j'espère en tout cas par la suite et où c'est que je pourrais de nouveau me sentir vraiment à mon aise sans avoir chaque fois que je publie quelque chose un peu qui change, d'avoir cette crainte de me dire mais est-ce que tout d'un coup je vais me faire ramasser pour ça. La prochaine question c'est, comptes-tu en faire ton métier? Alors pour le moment, pas. J'ai mon autre profession à côté, j'ai fait exprès de travailler à temps partiel justement pour garder du temps pour ça parce que c'est ma passion.
Et j'ai travaillé tellement, ça fait 6 ans que je travaille pour ça et que justement là je vois que ça commence un peu à prendre de l'ampleur, donc je ne vais pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je travaille à temps partiel pour garder du temps pour YouTube, Instagram, Facebook, tous mes réseaux sociaux en fait, parce qu'il y en a quand même 4, oui, le blog, Facebook, Instagram et YouTube à faire tourner. Et il faut toujours créer du contenu sur tous ces réseaux et ensuite, comme je vous dis, c'est pas le même contenu, donc il faut du temps pour cela. Donc pour le moment, non, clairement, je ne pense pas en faire mon métier. Après, à voir comment tout cela va évoluer. Peut-être si par la suite, je vois vraiment que ça prend de l'ampleur et que je peux peut-être vivre une partie avec ça, ça permettrait peut-être de baisser encore mon taux professionnel. Pourquoi pas, hein, après, c'est des suppositions. Mais pour le moment, si vous voulez vraiment me soutenir, si vous aimez ce que je fais, je travaille beaucoup par des liens d'affiliation. C'est-à-dire que il m'est arrivé plusieurs fois dans des vlogs de vous montrer des choses que j'utilise et que je pense qu'ils peuvent vous être utiles. Par exemple, j'ai des goumis qui aident à dormir. Si je pense que ça peut être pratique pour les gens qui souffrent d'insomnie de les tester. Et pareil, si vous allez dans la barre d'infos, vous avez un lien d'affiliation. Si vous voulez tester le truc, vous avez juste à aller sur mon lien d'affiliation, à passer votre commande. Et moi, je touche une petite commission, donc c'est un moyen de soutenir la chaîne si vous voulez. Ces liens d'affiliation. Il y a la même chose pour les lunettes Firmoo que je vous avais présentées. Vous pouvez aller jeter un œil en passant par mon lien. Vous avez un code promo. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous passez avec mon code promo. Moi aussi, je touche un petit quelque chose. Voilà. Ou vraiment les liens d'affiliation qui ne vous demandent pas grand chose. Je vous les mets dans chacune de mes vidéos. C'est ces liens Amazon. Si vous devez passer une commande Amazon, vous avez juste à aller sur un de ces liens. Vous cliquez dessus, vous passez votre commande. Vous, ça nous change rien. Vous pouvez même avoir des fois un petit rabais supplémentaire. Et moi, je touche une petite commission de la part d'Amazon. Donc voilà, ça c'est des choses tout bêtes qui soutiennent la chaîne et où vous, ça ne change pas de vos habitudes. Si vous vouliez commander des gummies, vous avez juste à passer par mon lien. Si vous avez une commande Amazon à faire, vous pouvez juste par email ou bien par Instagram m'envoyer le lien de la marchandise que vous devez acheter sur Amazon. Moi, je vous envoie mon propre lien, vous commandez dessus et ça me soutient, c'est tout simple. Voilà, il suffit juste de passer par là et ça me montre que vous me soutenez tout simplement. Et pour vous, ça n'implique pas grand chose en plus, c'est juste voilà, qu'il faut que vous passiez par ce lien et moi en échange j'ai une petite rémunération. Voilà, moi je travaille beaucoup avec ces liens d'affiliation pour le moment, mais clairement ça ne me permet pas d'en vivre, c'est juste comme je vous dis, et en plus je ne m'en sers pas pour vivre théoriquement, car tout ce qui vient depuis ces liens, c'est de l'argent que je mets de côté pour développer la chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai eu assez sur Amazon, que je me suis acheté 2 nouveaux trépieds, parce que j'ai des idées de concepts que j'aimerais vous présenter par la suite, et j'ai décidé d'acheter 2 nouveaux trépieds pour justement mettre en œuvre ces concepts avec les sous que j'ai gagnés grâce aux gens qui avaient commandé avec mes liens d'affiliation. Donc, vous voyez, cet argent, c'est de l'argent que je mets de côté, on va dire, pour la chaîne. Peut-être plus tard, je vois que là, mon trépied avec lequel je filme, il commence un peu à bloquer, donc peut-être que j'achèterai encore un autre trépied pour les vidéos de ce style-là. Et peut-être plus tard, regardez peut-être pour une caméra de vlogging ou que sais-je. Mais en même temps, vous aidez la chaîne un peu à se développer. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, sachez que non, je ne vis pas de ça. C'est vraiment de la passion. Je fais ça par passion. J'ai même décidé de travailler à temps partiel pour pouvoir continuer à vivre cette passion parce que je trouve que c'est une part de moi maintenant et j'ai envie de la... Et ça me fait du bien tout simplement de vivre avec, et même si ça ne me permet pas d'en vivre clairement. La prochaine question, c'est quel est ton plus vieux livre dans ta palle? Depuis combien de temps l'as-tu? Alors j'ai dû chercher. J'ai été sur Livre Addict et j'ai regardé un peu le plus vieux livre de ma palle. Alors il m'en a sorti un. Je pense que c'est possible. Il s'agit d'un Stephen King, écriture, mémoire d'un métier, que je dois avoir depuis 2018, voire même avant. En fait, je vous explique qu'écriture mémoire d'un métier, c'est pas une histoire vraiment de King, c'est un livre où King il explique comment il écrit, il donne des conseils d'écriture, toutes ces choses-là. Et on me l'avait offert à l'époque où je travaillais, c'est que je travaillais chez mon premier employeur, et on me l'avait offert parce que j'écrivais à un moment donné, et j'avais parlé de ça à une collègue, et après j'avais arrêté d'écrire comme je vous dis. Et je crois que c'était pour les cadeaux de Noël, elle m'avait offert ça, en me disant bah ce livre il est génial, tu verras vu que t'écris, il donne des conseils.
Et comme entre-temps j'avais arrêté d'écrire, eh bien, le livre, je me suis dit oui, je le garde de côté, et si un jour je me remets à l'écriture, eh bien, je le lirai. Et comme là, ça n'a jamais été le cas, il n'est pas sorti de ma palle pour cette raison, mais je le garde quand même en réserve, en me disant, on ne sait jamais, un jour, comme je vous ai expliqué, peut-être que tout d'un coup, j'aurais envie de me remettre à l'écriture, et à ce moment-là, je sortirai ce livre. Mais donc voilà pourquoi c'est le livre le plus vieux de ma palle, et pourquoi il y reste. Quel est ton livre préféré? Alors là, ça a été vite choisi parce qu'à peine on m'a posé cette question, je me suis dit, bah c'est bon. J'aurais pu vous mettre un Harry Potter, mais non, il y a un livre qui sortait du lot. C'est Extincta de Victor Dixon, mon livre préféré. Extincta, c'est un livre qui m'a fait vivre énormément d'émotions et qui m'a... je sais pas comment dire, mais quand vous savez, quand on vous prend, vous avez l'impression que on vous tortille, qu'on vous tire dans tous les sens, etc. Ben, Extincta, j'ai ressenti tout ça. Des émotions. J'ai pleuré, mais vraiment j'ai pleuré devant ce livre, mais vous imaginez pas, pendant 10 minutes j'avais mon paquet de mouchoirs et je pleurais. Hein. Tellement j'ai vécu des émotions à travers ce livre et il m'a marqué. Il m'a marqué ce livre, il faudrait que je le relise, mais j'attends un peu en espérant oublier, sauf que j'oublie pas. Tellement il m'a marqué. Et oui, c'est le livre qui s'est imposé quand on m'a posé cette question, c'est direct je me suis dit Extincta, ça... Oh, si vous l'avez pas lu, je ne peux que vous le recommander. Moi j'ai... Mais je vous préviens juste d'une chose, hein. Prévoyez le paquet de mouchoirs. Hein, parce que... Ah, c'est haletant, c'est tout. J'ai voyagé, j'ai... plein de rebondissements, l'univers, tout était incroyable. Et ces émotions par lesquelles je suis passée, j'ai même pas en discuté avec Victor Dixon, c'était... Oh, ce livre, c'est incroyable. La prochaine question, c'est pourquoi lis-tu? Ben, comme je l'ai dit peut-être auparavant, pour moi la lecture c'est un échappatoire. La vie de tous les jours, faut être clair, des fois elle est pas facile. Il y en a des vertes et des pas mûres. Et la lecture pour moi ça a toujours été un moyen de m'échapper parce que de m'imaginer un monde fantastique ou un monde où justement j'oublie tous mes problèmes et où je vis l'histoire qui est en train de se dérouler. Et cet échappatoire en fait m'a toujours fait du bien et j'en ai depuis que je suis jeune, j'en ai toujours eu, on va dire, besoin. Et même encore aujourd'hui, c'est un échappatoire, c'est un moment où je me sens pas stressée. Quand je lis, j'oublie mes problèmes, je suis dans ma lecture, je pense juste à ce qui se passe dans ma lecture, et j'oublie tout le reste. Et c'est surtout ça qui me fait du bien, c'est un moment de détente. C'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir entière, tout simplement. Et au fil du temps, ben, ce besoin, il s'est accentué. J'ai eu une période où, à cause de mon ex, je lisais moins. Et cette période-là, justement, je me sentais moins bien. Et quand j'ai vraiment pu reprendre la lecture, après cette relation amoureuse, eh bien, je me suis rendu compte que oui, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Et quotidiennement, parce que si je ne lis pas une journée, disons que je ne me sens pas bien. Il me manque quelque chose, il me manque une part, quelque chose qui n'a pas été accompli dans la journée. Et j'ai besoin de cela, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est devenu, je dirais pas vital, mais dont j'ai besoin pour me sentir entière. La prochaine question, c'est que préfères-tu? Un livre court ou un livre long? Alors, bonne question. Je lis autant l'un que l'autre. Après, j'ai envie de dire, les livres longs ne me font pas peur. C'est-à-dire, j'ai des grosses bricasses dans ma pile à lire. C'est pas que je les sors pas parce qu'elles me font peur. Par exemple, je pense au Crescent City. C'est pas pour ces raisons-là que je ne les sors pas. J'attends les bons moments, souvent. Là, je suis plutôt sur des livres courts. J'essaye, comme on arrive bientôt en période d'Halloween, j'essaye un peu de sortir tout ce qui est un peu automne. Et je me dis, essaye déjà de sortir les courts. Mais tout d'un coup, il va venir une bricasse de je sais pas combien. Ça ne me posera pas de problème. C'est vraiment selon mes envies ou bien selon les livres que j'ai. Et j'enchaîne, en fait. Parce que là, je regarde ma pile de l'automne, j'ai des livres bricasses et j'ai des livres très courts. Donc je sais qu'un livre très court, ça va être vite lu. Un livre plus long, bah, va prendre plus de temps, mais... Et j'ai envie de vous dire, j'aime bien les livres courts comme les livres longs, parce qu'un livre court, il est vite lu. Mais un livre long, comme il sera long, l'univers sera plus développé, il y aura plus de rebondissements, etc., etc. Ils ont chacun leur bon côté. Et je vous dis, moi, un livre ne me fait pas peur parce qu'il est long. Ou ce qui me fait plus peur, au niveau de Crescent City, c'est qu'il faut que je trouve le temps de les lire, vu que c'est 3 belles bricasses. J'attends le bon moment pour... Et puis surtout, comme j'aimerais relire à Cotard,
je voudrais d'abord me mettre à Cotard avant, et après passer par Cotard, me relancer dans Crescent City. Et Crescent City, comme c'est 3 belles bricasses, et que je pense que ce sera un univers assez développé, il faudrait que je les lise assez rapprochés, donc il faut vraiment que je trouve une période où j'aurai ce temps-là. C'est ça que j'attends, c'est pas le fait qu'ils me fassent peur niveau taille, mais c'est qu'il faut que je trouve le temps de les caser les 3 dans une période assez rapprochée, c'est surtout ça qu'il faut que je calcule. Voilà. Mais juste pour vous dire, pour moi, un livre est un livre, donc qu'il soit long, qu'il soit court, je lirai la même chose, et j'apprécie autant de lire un court qu'un long. C'est vraiment variable des fois selon les périodes. Il y a des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête, alors j'en sens un petit court, un jeunesse court ou un taille moyenne en me disant bah voilà, je vais pas me prendre la tête. Et puis des fois quand j'ai vraiment envie de me dire bah là j'ai envie de m'immerger dans un nouvel univers ou tout ça, ben là je sors un qui est plus long et voilà, je me fais plaisir. Et la dernière question, c'est quelle est la lecture qui t'a le plus marqué? Alors, premièrement, je vous aurais remis Extincta. Mais je me suis dit, je vais pas le mettre 2 fois. Après, je me suis dit, je vous aurais mis Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban parce que c'est mon Harry Potter préféré. Et je me suis dit, non, on va chercher quand même plus original. Du coup, j'ai décidé de mettre en livre qui m'a vraiment marqué cette année, Le Jardinier Maître de Roxane Bousquet. Donc, pourquoi? Parce que c'est une, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé avant, je crois que c'est une roman de Taïsi que j'ai eu en service presse sur NetGalley. Et cette roman de Taïsi, elle m'a vraiment marquée par son univers, la plume, les personnages. Comme je vous ai dit, j'ai adoré le personnage démon là-dedans, il était génial. Il y avait de l'humour et surtout les notions qui étaient définies là-dedans. En fait, pour vous faire un bref résumé, la fille, on la traite, qui est possédée par le démon, elle est traitée comme une paria par toute sa famille. Elle a toujours vécu comme ça, où c'est que les gens, ils la regardaient de travers, ils étaient dégoûtés en la voyant. Elle a toujours vécu comme ça. Et là, elle va arriver dans un nouveau royaume. Et au départ, elle est choquée parce que les gens n'ont pas peur d'elle. Les gens la traitent normalement. Ou au départ, quand ils voient son démon, ils ont un moment de recul. Et après, elle leur explique, ah, c'est mon démon. Et ils disent, ah d'accord. Et puis voilà, après, ils acceptent la chose. Donc il y a vraiment c'est toutes ces notions-là qui m'a beaucoup plu, ou qu'on ne la juge pas juste pour les posséder, c'est le mal. Non, il y avait une notion vraiment très bien faite sur ça, qui était acceptée, que les gens, des amitiés qui se créaient, une romance aussi qui se crée gentiment, c'était vraiment très bien fait. Moi en tout cas je me suis régalée pendant cette lecture, et il y a un passage qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est quand elle arrive dans ce nouveau royaume avec qu'elle rencontre, je crois que c'est la gouvernante, ou en tout cas une personne qui va l'aider à s'installer. Et elle a juste un petit baluchon avec des guenilles dedans. La gouvernante, elle voit ça, elle lui dit, si vous avez que ça comme affaires, elle lui dit oui. Et elle la prend ses affaires, elle lui jette au feu, et puis elle la regarde, elle lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et la gouvernante lui dit, ah, vous avez des choses de valeur dedans? Elle lui dit non. Elle lui dit, ah bah c'est très bien, du coup, je vais pouvoir... on va pouvoir regarder pour vous faire une nouvelle garde-robe dans ce cas. Et j'étais morte de rire pendant cette scène, mais vous imaginez pas en voyant la bienveillance des gens, c'était bien fait. Il y avait quand même de l'action, il y avait une histoire aussi qui se passait en arrière-plan, de l'énigme, des énigmes, tout ça. Mais ce fond-là, très humain, très bienveillant, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et la fin, c'est qu'il y avait aussi cette notion d'acceptation, tout ça. J'ai trouvé ça magnifique, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué cette année, donc que je ne peux que vous recommander de lire. C'est vraiment, je me suis régalée autant sur le plan fantasy que sur le plan humain. Voilà, j'arrive au bout de cette FAQ, j'espère que j'aurai répondu comme il faut à toutes vos questions. Comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à de m'interroger en commentaire, ou si vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ, vous pouvez déjà me les poser, je les mettrai de côté pour la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce sera, mais voilà, elles seront mises de côté. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui m'ont posé des questions, que je remercie, qui seront mentionnées après. Et surtout, je vous remercie vous de me suivre depuis 3 ans maintenant, plus de 3 ans même, et de toujours être là, de la bienveillance dont vous faites preuve envers mes vidéos, et surtout c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de
de lire vos commentaires, de voir que vous êtes là, tout simplement. Et moi je prends du plaisir et j'espère être encore là longtemps. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas de questions en me posant en commentaire, vous pouvez juste me mettre, vu que c'était la vidéo FAQ, un petit emoji avec un point d'interrogation. Voilà, tout simplement. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!